Mardi 28 février, vous êtes sur Télé Sud, c'est l'heure du journal. Tout de suite, le sommaire. Au Nigeria, le candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu, est en tête de la présidentielle du samedi avec une légère avance selon les résultats des décomptes partiels livrés ce mardi par la commission électorale. Des résultats que conteste déjà l'opposition qui demande l'annulation de ce qu'elle qualifie de simulacre d'élection. Avant de s'envoler pour une tournée en Afrique centrale, Emmanuel Macron a prononcé un discours lundi à l'Élysée pour redéfinir la politique africaine de la France qui, selon lui, fait preuve d'humilité vis-à-vis du continent. Nous y reviendrons dans cette édition. En Tunisie, après le discours tenu par le président Kais Saied à l'encontre des migrants d'Afrique subsaharienne la semaine dernière, les migrants dans le pays sont sur le qui-vive. Ils dénoncent une situation insupportable. Je vous le disais en titre, au Nigeria, le candidat du parti au pouvoir est en tête du scrutin présidentiel. Selon les premières estimations, Bola Tinubu devance légèrement ses principaux concurrents. Mais les chiffres des décomptes partiels annoncés par la commission électorale ce mardi sont d'ores et déjà contestés par l'opposition qui dénonce des manipulations massives et demande une annulation pure et simple du scrutin. Mathieu Nicolas. À peine le kiosque ouvert et déjà des Nigérians s'amassent autour. Ils se sont précipités sur les journaux pour découvrir les premières tendances et résultats des élections. Chacun veut être au courant des dernières nouvelles. Ils sont impatients de connaître le successeur de Muhammadu Buhari. J'espère que tout va changer. Tout va changer. Le Nigeria sera un meilleur endroit pour nos enfants et ils auront un meilleur avenir. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, rien ne va plus. Mais avec les élections, tout redeviendra normal. Mardi, le décompte des voix après l'élection présidentielle reprenait au Nigeria. Pour l'instant, c'est Bola Tinubu, le candidat du parti au pouvoir, qui semble prendre une légère avance avec plus de 3,8 millions de voix contre 3 millions de voix pour Atiku Abubakar. Devancé au niveau national, Peter Obi du Parti travailliste a toutefois créé la surprise. Il remporte de justesse le plus grand nombre de voix dans l'état stratégique de Lagos, pourtant fief de Bola Tinubu. Même si, au sein du parti, on remet en question le décompte des voix. Ce n'est pas comme si nous croyions que c'est la véritable représentation de la volonté de l'électorat de Lagos. Nous savons, et nos agents le savent, la CENI le sait et le public nigérian le sait, que la marge de victoire était nettement supérieure à ce qui est rapporté. Même si le vote s'est déroulé dans le calme, le processus électoral s'est compliqué au moment du transfert électronique des résultats expérimentés pour la première fois au niveau national. La plupart des agents qui étaient censés télécharger les résultats depuis les bureaux sur une plateforme de la Commission électorale nationale n'ont pas réussi à le faire, ce qui a notamment provoqué l'ire du parti d'Atiku Abubakar, le PDP, le principal parti d'opposition. Si les résultats n'ont pas été téléchargés, nous, en tant que parti, ne pouvons pas attester que le processus est terminé. Le processus n'est pas terminé parce qu'il est défectueux. Les résultats n'ont pas été téléchargés et si ces résultats n'ont pas été téléchargés, nous allons certainement contester l'authenticité de toute présentation que vous faites ici. Cette présidentielle est l'une des plus serrées qu'ait connue le Nigeria. Jusqu'ici, Bola Tinubu a remporté 6 États, tandis que Atiku Abubakar en a gagné 5 et Peter Obi 3. Et les voix de nombreux États du Nord n'ont pas encore été comptabilisées. Même si l'annonce des résultats complets sera longue, la Commission électorale nationale, l'INEC, a promis que le nom du 5e président de la République du Nigeria sera dévoilé en fin de journée ce mardi.
Toujours au sujet de cette élection, l'équipe conjointe d'observateurs du Commonwealth, de l'Union africaine et de la CEDEAO a tenu hier à Abidjan une conférence de presse. Objectif, rendre compte de leur mission d'observation. Il ressort de leur rapport que le scrutin s'est déroulé dans le calme. Mais il relève l'ouverture tardive et l'attaque de certains bureaux de vote. On écoute Thabo Mbeki du Commonwealth et Uhuru Kenyatta de l'UA. Malgré les lacunes identifiées lors de ces élections, les Nigérians ont largement bénéficié du droit de vote. Nous sommes convaincus que les étapes finales de la collecte et de l'annonce des résultats continueront à être traitées de manière transparente, pacifique et crédible. Les élections ont eu lieu dans un contexte d'insécurité générale dans les zones géopolitiques du nord-ouest, du nord-est, du sud-est et du sud-sud. La mission a noté que les problèmes de sécurité ont représenté un défi pour la conduite des élections, comme en témoigne l'attaque des bureaux, du personnel et du matériel de la CENI avant l'élection. L'âge victoire sans surprise du parti au pouvoir aux élections législatives à Djibouti. Les principaux partis d'opposition ont boycotté ce scrutin qui visait à désigner les 65 députés de l'Assemblée nationale, déjà dominés de longue date par l'Union pour la majorité présidentielle. L'UMP étant le seul parti à se présenter dans les 6 circonscriptions de ce pays d'environ 1 million d'habitants. Face à elle, l'Union pour la démocratie et la justice UDJ qui ne concourait que dans 2 circonscriptions. Le président Emmanuel Macron effectuera à partir de mercredi une tournée dans 4 pays de l'Afrique centrale. En prélude à cette visite sur le continent où l'influence de la France est de plus en plus contestée, le chef d'État français a dressé les objectifs et les ambitions de la nouvelle relation qu'il entend développer avec l'Afrique. Lors d'un discours à l'Élysée lundi, discours au cours duquel il appelle la France à faire preuve d'humilité vis-à-vis de l'Afrique. Suilas Bahi. L'Afrique n'est pas un précaré, est encore moins un continent auquel les Européens et les Français pourraient dicter un cadre de développement. Face au déclin de l'influence de la France sur le continent africain, le président Emmanuel Macron définit de nouvelles orientations. Dans un discours d'équilibriste à quelques heures de sa tournée sur le continent, lundi, le chef d'État français a appelé à une profonde humilité de l'ancienne puissance coloniale vis-à-vis de l'Afrique. Emmanuel Macron le reconnaît, le temps où la France considérait ses anciennes colonies comme son précaré est révolu. Les paradigmes ont changé et il va falloir s'y adapter, reconnaît le patron de l'Élysée. Pour éviter la répétition de l'histoire, il existe une autre voie que nous poursuivons désormais depuis 6 ans. Une autre voie qui consiste à ne pas réduire l'Afrique à un terrain de compétition ou de rente, et à considérer les pays africains comme des partenaires avec qui nous avons des intérêts et des responsabilités partagées. Et au fond, de bâtir une nouvelle relation équilibrée, réciproque et responsable. Alors que plusieurs autres puissances s'imposent de plus en plus sur le continent, avec l'augmentation d'un sentiment anti-français de plus en plus accru, manifesté par de nombreux jeunes Africains, la France prend la mesure de la situation et tente d'ajuster son discours. J'en retirerai une seule exigence, celle de faire preuve d'une profonde humilité face à ce qui se joue sur le continent africain. Une situation sans précédent dans l'histoire, traiter en même temps et dans l'urgence une somme de défis vertigineux, du défi sécuritaire, climatique au défi démographique, avec la jeunesse qui arrive et à laquelle il faut proposer un avenir pour chacun des États africains. Les propos d'Emmanuel Macron à la veille de sa tournée dans 4 pays africains interviennent aussi après la fin de l'opération antiterroriste Barkhane au Sahel et le retrait forcé des troupes françaises du Mali et du Burkina Faso. Désormais, le président français opte pour un nouveau modèle de partenariat militaire avec l'Afrique. Moins de présence directe des forces françaises sur les théâtres africains et plus de coopération visant une montée en puissance des armées locales. Malgré le ton empreint d'humilité du chef de l'État français, sur le continent africain, l'on s'interroge sur la sincérité de ce discours et préfère se montrer prudent.
Vous venez de l'entendre, la présence militaire de la France sur le continent africain est de plus en plus critiquée. Le président français parle désormais de réduction de l'effectif des troupes françaises en Afrique. En Côte d'Ivoire, cette nouvelle stratégie est diversement appréciée. Si pour certains, ces troupes n'ont rien à faire sur le continent, pour d'autres, elles devraient rester pour former et appuyer les armées locales. Écoutons. La réduction des effectifs de l'armée française en Afrique, je crois que c'est une bonne chose, c'est mieux, ça vaut mieux. Ça vaut mieux parce que c'est des pays, nous sommes indépendants. Un pays indépendant déjà n'a pas trop besoin d'une autre armée. S'il y a quelque chose à faire, peut-être que aider, les former et les laisser eux-mêmes se défendre leur territoire. Réduire l'effectif, on doit même les enlever, pas réduire, ils n'ont qu'à partir. La réduction des effectifs des troupes françaises en Afrique et surtout en Afrique subsaharienne est une initiative, je peux dire, positive parce qu'elle permettra à ces pays d'être autonomes sur le plan militaire et sur le plan politique et aussi sur le plan économique. À mon avis, je trouve que ce n'est pas trop bon ce qu'ils vont. Parce que, bon, en Côte d'Ivoire ici, les armées qu'on a, surtout les FSI, et ils ne connaissent, en tout cas, ils n'ont pas eu de bonnes formations pour dire qu'ils vont défendre le pays. L'armée française, au moins quand ils sont là, ils peuvent défendre, ils peuvent apprendre les FSI à pouvoir bien se défendre. Bon. En Tunisie, après le discours tenu par le président Kais Saied à l'encontre des migrants d'Afrique subsaharienne la semaine dernière, les migrants dans le pays sont sur le qui-vive. Ils dénoncent une situation insupportable. Pendant ce temps, le gouvernement tunisien se défend et déclare que les migrants illégaux sont appelés à retourner chez eux, mais dans le respect de leur dignité et de leurs droits. Plus de détails avec Mathieu Nicolas. Devant le siège du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plusieurs dizaines de migrants de toutes nationalités s'impatientent. Ils sont tous venus réclamer la même chose, être rapatriés chez eux. C'est le cas d'Andrei. Cet Ivoirien est venu tôt ce matin devant le bâtiment onusien car il ne se sent plus en sécurité en Tunisie. Les propos du président Kais Saied sur les migrants en Tunisie l'ont sidéré. Mais tout le monde est libre de vivre dans un pays africain. Nous sommes les Africains tous. Mais pourquoi tant de racisme? Vous êtes en paix dans notre pays et ici, on n'est pas tranquille. C'était la semaine dernière. Le président tunisien Kais Saied déclarait que la présence de migrants subsahariens en Tunisie menaçait la composition démographique de son pays. Depuis, expulsions, agressions, lynchages, une véritable vague de violence s'est emparée de la Tunisie ces derniers jours. Les propos incendiaires tenus par le président tunisien sonnent comme un encouragement à la négrophobie déjà présente dans le pays. Les migrants subsahariens se sentent menacés. Donc vraiment, moi je demande au président de voir tous ces petits problèmes. Nous sommes des frères, la Côte d'Ivoire, Mali, tous les Africains, on est des frères. On doit s'aider, on doit s'aimer. C'est ça le plus important. Pourtant, le gouvernement tunisien nie toutes ces accusations et estime n'avoir porté atteinte à personne. Non, il n'est pas question d'excuses du tout. Nous n'avons porté atteinte à personne. Nous sommes pris en sandwich entre le nord et le sud. Et quand nous disons qu'il y a un problème, les gens nous taxent de racistes. Mais vous voyez comme c'est injuste. Le gouvernement tente d'apaiser la situation, mais toujours pas d'excuses. Et les condamnations depuis les propos du président tunisien ne font que se succéder. Lundi, l'Union africaine a condamné les propos du président tunisien et appelé ses États membres à s'abstenir de tout discours haineux à caractère raciste, susceptible de nuire aux personnes. Au Mali, le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a reçu lundi un projet de nouvelle constitution qui devrait être le point de départ d'un vaste chantier de réforme promis par les militaires au pouvoir. Un nouveau projet qui n'a pas encore été rendu public, mais présenté comme la version finale. On écoute le chef de la junte, Assimi Goïta.
La cérémonie qui nous réunit ce matin est l'aboutissement d'un processus qui s'inscrit dans la démarche du renouveau démocratique, inclusif, exigé et attendu par le peuple malien. Si l'avant-projet de constitution a été accueilli avec beaucoup d'espoir par la majorité des Maliens, il a dans le même temps suscité des interrogations et même des appréhensions chez certains de nos concitoyens. Ceci est de l'ordre normal des choses, car on ne peut jamais avoir l'unanimité quand il s'agit de décider et de faire des choix concernant les questions importantes engageant la vie de la nation. Le document final que je reçois aujourd'hui cristallisera certainement l'espoir de la nation entière quant à l'instauration d'une véritable démocratie. Au Burkina Faso, une attaque au bilan encore inconnu a terrorisé dimanche les habitants de Partiaga, localité située dans l'est du pays. Les habitants de la localité affirment avoir vécu un film d'horreur en évoquant une attaque djihadiste, cette attaque djihadiste, et accusent l'armée de les avoir abandonnés. On écoute Sinini Saïdou, le porte-parole des habitants de la commune de Partiaga. Une commune qui a demandé de l'aide depuis plus de 2 semaines. Une ville que les forces de défense et de sécurité ont démobilisée sans autorisation, tout en étant conscient d'avoir abandonné les populations entre les mains des seuls VDP, peu formés et peu outillés. Nous sommes déçus de cette façon de faire de nos autorités qui font la sourde oreille. Nous ne sommes pas en train de faire de la politique, mais nous crions que l'opinion nationale et internationale entende, que l'autorité que l'on dit n'avoir pas eu l'information l'entende et qu'ils viennent franchement nous aider. Au Cameroun, une délégation du Fonds monétaire international a échangé avec le ministre des Finances Louis-Paul Motazeux dans le cadre de leur mission d'assistance technique pour le diagnostic des vulnérabilités de gouvernance au Cameroun. Une mission qui a pour objectif de lutter contre le blanchiment d'argent et l'amélioration du climat des affaires dans le secteur privé. Chimène Baleba, Pierre Pafendongo, Cyril Guidjoy pour le compte rendu. Le ministère des Finances a accueilli très tôt ce matin une forte délégation du Fonds monétaire international. Une mission de 2 jours qui évalue les vulnérabilités du système de gouvernance au Cameroun. Elle examine entre autres les insuffisances en matière de gestion des marchés publics ou de lutte contre le blanchiment d'argent. L'ambition est d'aider le pays à améliorer son climat des affaires pour un meilleur épanouissement du secteur privé. Donc nous allons passer en revue la gouvernance budgétaire, la gouvernance fiscale, l'administration douanière, les politiques liées à la douane et l'administration des douanes. Ces questions sont importantes pour la croissance du secteur privé et la bonne organisation et la bonne marche des marchés financiers. Il y aura une partie de la mission consacrée à la lutte contre le blanchiment. Nos recommandations vont faire en sorte que le gouvernement camerounais puisse mettre en œuvre ces réformes en la matière de façon plus efficace. Après le ministère des Finances, cap au ministère de l'Économie. L'agenda de la délégation conduite par Joël Turkevitz prévoit demain mardi les travaux avec la CONAC et la NIF sur les stratégies de lutte contre la corruption et des échanges avec la Direction générale du budget sur la gestion des entreprises publiques et des collectivités territoriales décentralisées. L'insécurité pourrait mettre en péril le processus électoral, averti Félix Tshisekedi en RDC. 2 nouveaux décès en Guinée équatoriale dus au virus Marburg et le Maroc qui met fin à l'état d'urgence après 3 ans de Covid-19. C'est le reste de l'actualité commenté par Noël Ndong, Souilas Baihi et monté par Ahmed Chigno. En République démocratique du Congo, l'insécurité pourrait mettre en péril le processus électoral, a averti le président Félix Tshisekedi. Des élections générales sont prévues pour le 20 décembre. La persistance de la guerre, le déplacement massif des populations, l'insécurité et l'inaccessibilité à certaines zones risquent de mettre en péril le processus électoral. Le président congolais a exhorté la communauté internationale à rétablir la paix et l'autorité de l'État dans cette partie de son pays.
La CENI a repris l'enregistrement des électeurs le 17 février dans la province du Nord Kivu, dont certaines parties sont occupées par le groupe rebelle du M23. L'enrôlement dans ces endroits a jusque-là été impossible, ce qui suscite des inquiétudes quant à la capacité de l'État à se préparer aux élections parlementaires et présidentielles cette année. En Guinée équatoriale, 2 nouveaux décès liés au virus de Marburg sont survenus ces derniers jours. 48 cas contacts ont été enregistrés, dont 4 ont développé des symptômes et 3 sont actuellement isolés dans les hôpitaux. Le 13 février, la Guinée équatoriale avait annoncé la mort de 9 personnes entre le 7 janvier et le 7 février de la maladie à virus de Marburg. Il s'agit de la toute première épidémie à virus de Marburg dans ce pays d'Afrique selon l'OMS. Le Maroc a mis fin de facto à l'état d'urgence sanitaire imposé depuis près de 3 ans pour combattre la pandémie de Covid-19. Cette mesure, renouvelée périodiquement par décret gouvernemental depuis le 24 mars 2020, n'a pas été prolongée au-delà du 28 février. L'état d'urgence a constitué un cadre juridique permettant aux autorités de prendre des mesures exceptionnelles dans leur combat face au coronavirus. Depuis son apparition au Maroc le 2 mars 2020, le Covid-19 a officiellement fait 16 296 morts pour un total de 1,3 million de contaminations. Dernier bilan du séisme survenu en Turquie et en Syrie le 6 février dernier. Il dépasse désormais les 50 000 morts. Un bilan évalué à la hausse 3 semaines après le drame qui a plongé les 2 pays dans le chaos. En Syrie, on dénombre près de 6 000 morts et l'agence publique turque de gestion des catastrophes évoque quant à elle plus de 44 000 tués côté turc. C'est ici que s'achève ce journal. Toute l'équipe de réalisation vous remercie de l'avoir suivi. Continuez à vous informer en regardant Télé Sud. Au revoir.